Voilà, nous sommes en direct. Bonjour, rebonjour Claire. Et bonjour Coralie, quel plaisir de te retrouver. Ben, c'est totalement réciproque. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions suite à la première vidéo qui a été faite, je crois, la semaine dernière. Mhm. Et aujourd'hui, donc, la première question qui vient est une question assez récurrente, je dirais, par laquelle on passe tous à un moment ou un autre de notre vie, parfois plusieurs fois, qui est comment trouver ma souveraineté quand rien ne va et quand je me sens complètement bloquée. Et souvent, j'ai entendu des gens parler d'une impression de stagnation ou le fait d'avoir même l'impression de régresser, d'être revenu à la case départ, de se dire mais à quoi bon tout ce travail, cette connaissance de soi, ce développement personnel et autres. Et, et la sensation d'être revenu oui, bah, au point de départ et que rien ne va. Et lorsqu'on a parlé de ça ensemble, tu m'as répondu de manière très détaillée avec bah, des réponses qui ont résonné en moi et que je partage aussi. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble. Et à la fin, tu me disais que tu pouvais pas faire autrement que d'aller vers le philosophique et le spirituel parce que sinon on pouvait pas donner de réponses suffisamment complètes, suffisamment larges qui donnent réellement du sens, quoi, et Mhm. qui nous amène à vraiment lâcher le mental. Donc, on va essayer de vous faire profiter de ces lumières-là. Et puis, bonjour Evelyne. Donc, il y a Marie-Odile qui est aussi avec nous. Eh bien, Et bonjour Evelyne, Marie-Odile, c'est un plaisir. Virginie Chaumette. Coucou Virginie, dans le sud de la France. Et donc, vos questions sont aussi les bienvenues. Si vous avez d'autres questions, on y répondra aujourd'hui aussi. On verra en fonction du temps, mais voilà. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et puis, bah, Claire, je ne sais pas si tu veux commencer. Euh, qu'est-ce que tu vois lorsque quelqu'un vient à toi en te disant que tout est bloqué ou qu'elle a l'impression d'avoir une vie de n'avoir jamais eu aussi j'ai déjà entendu ça, quoi, que l'impression d'avoir eu que des difficultés, des épreuves ou des défis dans sa vie et qu'il n'y a jamais de temps calme ou de temps d'intégration. Voilà, toutes ces impressions, à quoi ça te renvoie et qu'est-ce que ça révèle aussi d'un point de vue astro, au travers de toutes les lectures que tu peux faire, toi. Alors, bah, d'abord, la première chose, c'est en fonction de la personne elle-même, parce que tu vas pas répondre de la même manière. Suivant la personne, on est obligé de s'adapter, de comprendre ce que dit l'autre. Et j'ai un ami qui dit souvent la perception est la réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un perçoit les choses de manière difficile, et que nous, de notre côté, on a l'impression que ce qu'elle vit, c'est pas si difficile que ça, ben elle, pour elle, c'est quand même difficile, c'est sa perception. Donc d'abord, la première chose, c'est respecter la perception de l'autre, qui est quand même importante, et essayer d'adhérer dans le sens comprendre et aller dans le sens de la personne pour pouvoir l'aider et la guider. Hein, ça sert à rien de faire des discours si en fait il y a une souffrance derrière. Donc ça, c'est la première chose que je te répondrai par rapport à ça. Maintenant, il y a plusieurs éléments et en fait, voilà, il faudrait presque décomposer et puis on peut se reconnaître plus dans un élément que dans un autre. Une des choses qui me semble assez évidente, c'est qu'on vit dans une civilisation à l'heure actuelle où tout va très vite et on a l'habitude du cliquer pour obtenir. Et donc, si les choses ne bougent pas assez vite, hein, notre évolution spirituelle, etc., du moins si on ne voit pas d'évolution, on va dire ça comme ça, bah, il y a très vite une insatisfaction qui monte et puis le sentiment de ne pas être à l'aise avec soi-même et de se dire, mais enfin, avec tout ce que j'ai fait, pour quel résultat? Donc déjà, ce serait de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et ce facteur temps qu'on oublie, alors astrologiquement, hein, parce que je vais faire une allusion à ça, en astrologie, on utilise Saturne qui symbolise le temps. Saturne est très mal compris, on ne voit en lui que les obstacles, les restrictions. Alors qu'en fait, si tu veux, une fonction saturnienne, c'est par exemple la couvaison. C'est-à-dire la poule qui couve son œuf, le temps de la couvaison, avec la chaleur qui implique aussi cette couvaison, c'est tout cette nécessité pour que quelque chose bouge, il faut attendre que ce soit le moment.
Et on a oublié ce que c'était. On a oublié que quand tu plantes une graine, ben, d'ici que tu récoltes les fruits, il y a plusieurs saisons qui risquent de passer. Et qu'on est aussi un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va chacun à son rythme. Il y a des choses sur lesquelles on va évoluer plus vite et d'autres qui sont plus difficiles à faire bouger. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. La poule est en train de couver son œuf, ce n'est pas parce que le poussin n'est encore pas là qu'il n'est pas en train de se former dans l'œuf. Alors déjà, rien que ça, pour se décrisper, ça me semble quelque chose d'important. Et dans cette notion de chaleur que tu dis au travers de l'exemple de la poule, c'est que évidemment cette chaleur ou ce feu peut aussi évoquer justement le feu de la ça bout, quoi. Ça a besoin de prendre forme. C'est l'alchimie, c'est le creuset de la transformation. Et effectivement, au niveau du mental, on voit rien et on a envie que les choses changent. On a envie d'être soulagé, de ne plus ressentir cette souffrance. Et alors que le besoin, comme tu dis, c'est de prendre du recul et d'accepter de vivre totalement cet inconfort, ce truc désagréable, de l'accepter complètement pour que le feu puisse faire son travail, quoi. Oui, puis le feu, ça me fait penser à l'amour. Aussi. Cette couvaison, c'est l'amour. En fait, si on... Tu vois, c'est une jolie image. On pourrait imaginer que quand on est en train de faire un travail comme ça, j'ai encore que j'aime pas ce mot travail, œuvrer, voilà, ce serait plus joli. On y met de l'amour et du coup, avec l'amour vient la patience. Normalement, tu peux pas séparer l'un de l'autre. Donc, la poule qui couvre son œuf, on va se dire, oui, est-ce qu'une poule a de l'amour? Ben, c'est peut-être instinctif, mais c'est quand même de l'amour. Eh bien, nous, on nous propose un petit peu de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir de l'amour pour nous-mêmes et cette patience pour nous-mêmes et de ne pas être trop exigeant non plus, puisque chaque chose en son temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié. J'aime beaucoup l'image des saisons et de la graine parce que, comme tu le dis, ça prend souvent 6 mois ou plus entre le moment où on prépare la terre, où on sème, où la graine germe, elle pousse et seulement encore après, elle finit par donner ses fruits, quoi. Et on est complètement, enfin en tout cas trop souvent maintenant, déconnecté de la nature, des choses les plus simples, quoi. Beaucoup d'enfants ne savent pas d'où vient une courgette ou une aubergine. Et même les adultes, lorsqu'on le sait, on est déconnecté parce qu'on passe plus de temps dans notre tête ou avec nos outils informatiques, de communication, nos téléphones, etc. Il y a aussi un autre élément, je pense, c'est ce que j'appellerais la providence, à savoir que quand tu plantes une graine, si c'est les bonnes conditions et la terre, une bonne terre, elle ne peut que pousser. Tu sais qu'elle va pousser à un moment donné ou l'autre, peu importe le temps que ça prend. Eh ben, c'est la même chose. Quand tu œuvres par rapport à toi-même, ben, tu sais qu'à un moment donné, ça donnera un résultat. Tu sais peut-être pas la saison, quel jour vraiment ça va apparaître, mais ça apparaîtra. Et ça, c'est l'élément providence. C'est-à-dire que toi, tu fais le travail, l'œuvre, encore une fois. Je n'aime pas ce mot travail. Tu œuvres là où c'est nécessaire. Et il y a cet élément providence qui se met en route et qui va travailler avec toi, œuvrer avec toi. Mais quelque part, on ne se connaît pas vraiment. Il y a une partie insondable en nous. Et on n'est pas forcément toujours capable de se rendre compte de ce qui a bougé à l'intérieur de nous. Tu vois, moi, je pratique la métamorphose. J'ai des gens qui viennent en consultation et qui pensent que leur vie est une catastrophe. Et en fait, quand on fait cette séance, ils se rendent compte qu'ils ont déjà fait une partie du chemin et qu'il y a déjà des choses qui sont là, mais ils ne les ont pas vues. Donc, voilà, des fois, la perception et la réalité, des fois, on se trompe, nos yeux nous trompent, nos perceptions nous trompent, alors qu'en fait, des choses ont déjà bougé. Nos perceptions par les sens, elles sont toujours limitées, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Alors que si on se tourne vers l'intérieur, on a une vision beaucoup plus large et on arrive parfois à avoir cette vue d'ensemble. Et je trouve qu'un éclairage justement par un thème astral donne cette vue d'ensemble. Mais bon, qu'est-ce que tu dirais aussi? Parce que là, tu nous parles depuis toi, ton expérience, ta propre sagesse et ce que tu as enseigné aussi, le fait d'accompagner les autres. Si quelqu'un te dit, mais moi, j'ai pas une bonne terre, pour reprendre l'allégorie
de la petite graine. Tu sais, il y a des gens qui se racontent même l'histoire, ayant vécu beaucoup de choses difficiles, qui finissent par croire qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir faire germer quelque chose ou de pouvoir transformer ou apprendre ou pouvoir faire une expérience plus légère. Dans l'absolu, pour moi, il n'y a pas de mauvaise terre. C'est pas possible. Donc, il y a des terres qui sont différentes. Peut-être certaines sont plus riches que d'autres, mais quand on regarde la végétation, même dans le désert, il y a des plantes qui poussent. Si on va aller jusqu'à cet extrême-là, je ne pense pas que la plupart des gens qui puissent avoir des doutes sont dans un état désertique du tout, mais même si, en supposant, il y a de la vie, même dans les déserts. Donc, c'est juste une question de point de vue et de se dire, au lieu de râler contre la terre qu'on aurait, c'est de se dire, tiens, quelles sont les qualités qu'elle porte, ma terre. Parce que peut-être qu'à force de focaliser que sur les choses qu'on pense ne pas avoir, on oublie ce qu'on a. Donc, ça demande de faire un effort, d'essayer de se découvrir soi-même aussi et d'accepter, comme tu disais avant, d'accueillir comme on est. Parce que de toute façon, même si on s'énerve contre les choses, ça ne va rien changer. Par contre, quand on accueille, on ouvre des portes. Quand on dit « Ok, j'accepte », il y a des portes qui s'ouvrent et donc la possibilité de recevoir une aide, alors de son « je », du monde spirituel. On n'est pas lâché comme ça dans la vie sans soutien, en fait. Ben, on dit souvent qu'on vit les épreuves qu'on est capable de traverser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, il y a aussi le problème de ceux qui, ok, j'entends bien, dans le désert, il y a de la vie, mais moi, j'ai pas envie d'être un cactus, j'ai envie d'être une rose ou un camélia. Il y a ce problème d'identification à ce que l'on voit à l'extérieur et qui n'est pas juste, qui ne peut pas nous correspondre puisqu'on est tous différents, uniques et singuliers. Et que la société, la publicité, la communication aujourd'hui nous fait croire qu'on devrait tous être des roses, bien épanouies, bien belles, la bonne couleur, le bon parfum, etc. Alors qu'on peut être un magnifique cactus, un magnifique baobab au milieu du désert. C'est ça. Ça me fait penser à une histoire d'Osho Rajneesh qui disait qu'il y a un paysan qui se baladait dans un jardin et puis il voyait que toutes les plantes n'allait pas bien. Puis il demande à chacune des plantes pourquoi. Alors, je ne sais pas, il y a une rose qui dit « Oh, mais moi, je n'arrive pas à être aussi grande que le cyprès ». Le cyprès qui dit « Ah, mais moi, je n'arrive pas à être aussi vert que, je ne sais pas, trop quel autre arbre, tu vois ». Et puis, bon, il fait tout le tour, comme ça, chacun se compare à l'autre. Et tout d'un coup, il voit une petite violette magnifique qui pète le feu, qui est lumineuse, rayonnante. Puis il dit « Ah, ben dis donc, pourquoi tu es aussi magnifique que ça, toi, alors que toutes les autres plantes se plaignent ?» Puis la petite pensée, elle dit « Ah, mais moi, c'est naturel parce que je me suis dit que si Dieu m'avait voulu comme ça, ben, j'allais faire au mieux pour être la plus belle violette ou la plus belle des pensées qu'il puisse y avoir. » Donc, c'est cesser de se comparer aux autres et c'est se comparer à soi. La comparaison est juste quand on le fait pour soi-même. Et si je ne peux pas être autre chose qu'un cactus, je vais essayer d'être le plus beau des cactus du monde. Ouais. De vouloir être une rose. Et il y a assez de roses dans le monde. S'il n'y avait pas de cactus du tout, le monde serait plus pauvre, il ne serait pas plus riche. Ouais. Ouais. Puis la rose, elle a beau être jolie au niveau de la fleur, elle a aussi ses épines. Et je veux dire, rien n'est parfait et tout est magnifique, quoi. En gros. Et alors, je vais afficher le commentaire d'Evelyne qui dit « Je n'arrive pas à avancer en ce moment et pourtant j'aimerais pouvoir ranger mon appartement. J'ai l'impression d'avoir une chape. Ma tête veut, mais l'action n'y est pas. » Et je trouve que ça illustre assez bien aussi ce qu'il y a dans cette question, toutes les dimensions qu'il y a dans cette question et le fait d'être en mesure d'écouter nos besoins à un instant T. Et je crois que tu me l'as dit aussi dans tes réponses, hein, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si tu veux développer toi-même, par rapport au fait d'être à l'écoute de soi et d'arrêter de vouloir autre chose que ce qui est là maintenant. Ouais, Evelyne, alors moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est assez miroir de ce que je vis en ce moment. ça fait un mois qu'il me dit je me dis qu'il faut que je fasse des rangements. Aujourd'hui, je fais un tout petit peu dans la cuisine. Ne pas forcer.
Si elle n'arrive pas en ce moment, ok, c'est qu'elle a besoin de se poser. C'est ça. Essayer de faire les choses en force, on se fait du mal à soi-même finalement. Est-ce que la qualité de vie est bien pire parce que l'appartement n'est pas complètement rangé? Non, je ne crois pas. Le plus important, c'est cette écoute intérieure. Donc, il y a un moment donné où tout d'un coup, ça va être les nettoyages de printemps, une impulsion, youpi, je vais faire les rangements, puis ça se fera tout seul. C'est des idées qu'on nous a mis. Voilà, on doit avoir un appartement qui est bien rangé, on doit se lever tous les matins à telle heure, il faut manger sainement, il faut ceci, il faut cela. Mais finalement, on ne vit plus. On n'entend même plus nos propres besoins parce pour faire des choses bien, parce qu'on croit que c'est bien de manger sainement, de ranger son appartement, etc., on ne s'écoute plus. Tu disais idée, on est dans une société d'idéalisation à cause des médias qui nous proposent plein d'images idéales, du bonheur, de comment devraient être les choses, qu'il faut qu'on soit productif, efficace, que notre maison soit nickel au carré. Mais c'est pas comme ça. Et comme on est dans l'excès de ça, ça nous amène à une forme de frustration ou de jugement de soi. Et quand on arrive à saturation de ça, enfin, on peut commencer à s'écouter et dire comme Evelyne, aujourd'hui, j'ai pas envie. Je le ferai peut-être plus tard dans la journée, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Et ça nous ramène aussi à la thématique de cette question qui est que l'on passe tous par des phases et des cycles qui sont différents et qu'on ne peut donc pas se fier à un modèle. Il n'y a pas une vérité, il n'y a que ma vérité à moi. Et la seule chose que je puisse faire, c'est de me mettre à l'écoute. C'est ça. De lâcher cette espèce de contraction du mental, contracture du mental, qui fait qu'on rétrécit notre conscience quand on est dans « je devrais faire »,« je devrais ». Déjà, le « je devrais », il ne faudrait jamais le dire. Il faut que. Voilà, il faut que, je devrais, etc. Donc, ça nous contracte intérieurement et on n'est pas bien. Alors que si on se dit, tiens, j'arrive pas à faire le ménage aujourd'hui, ranger mon appartement, et puis qu'on se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais me balader, ou je reste allongé sur le canapé à rien faire, à respirer simplement profondément ou à imaginer des choses, on va se sentir quand même tout de suite mieux. Qu'est-ce qui me nourrit à l'intérieur? Ce serait plutôt ça la question. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Ouais. Et puis lâcher cette autocritique, ces jugements personnels qui nous empoisonnent finalement. Mais là, on en revient à cette idée d'aller vers soi justement et de se comparer à soi-même et non pas aux autres. C'est-à-dire, tu compares ton évolution par rapport à quand il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a de toute façon une évolution. Oui, c'est qu'au moment où on est en souffrance, on n'est pas forcément en mesure de constater cette évolution et pourtant elle est là. Et parfois, c'est bien de consulter pour être accompagné, pour pouvoir voir ça quand on n'y arrive pas par soi-même. Ou je sais pas, de faire justement sa biographie en quelques lignes pour voir tout ce qui a pu changer, être transformé. Et qui aussi, il y a cette notion dont je parle moi souvent, c'est de nos blessures, tu sais, qui sont comme le formatage de départ de notre personnalité. C'est là-dessus qu'on se structure, on est guidé par nos blessures. Et je dis qu'on s'en libère jamais dans le sens où on va les revivre, on va les revisiter à différentes périodes de notre vie avec des protagonistes différents, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans les relations familiales. Et donc, c'est pas parce qu'on s'est senti abandonné enfant, qu'on a fait 20 ans de psychanalyse ou 3 ans de thérapie, que ça ne va plus jamais se reproduire. Non, ça va revenir pour que je puisse voir ce truc-là sous tous ses aspects et que je puisse sortir de l'emprise de la blessure, mais je ne m'en libère pas au sens où je ne peux pas contrôler pour que ça n'arrive plus. Non. En même temps, il y a aussi une autre opportunité avec cette histoire de blessure, c'est de se demander qu'est-ce qui me manque, et ce qui me manque, je vais essayer de le donner à l'autre. Ça paraît paradoxal parce qu'on se dit, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et pourtant, si on a l'impression d'avoir un manque d'amour, de donner de l'amour, que ce soit aux autres, aux animaux, aux plantes, etc., il y a vraiment cette possibilité qu'on a
de faire l'effort d'aller donner aux autres ce qui nous manque. Et à ce moment-là, on va se sentir rempli par ce qu'il nous manque. Ceci dit, tu ne peux pas le faire si tu es dans une période de survie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est tellement mal, on essaye juste de respirer et de garder la tête hors de l'eau. Donc, ce n'est pas le moment de faire ça. À ce moment-là, il faut vraiment... déjà, je le dis, il faut. Idéalement, il serait bien de juste dire qu'est-ce qui peut me faire, qu'est-ce qui peut me soulager dans le moment présent. Parce que j'ai pas l'air, mais à l'origine, je suis quelqu'un de très angoissé à la base. Donc, j'ai passé mon enfance, mon adolescence, etc., avec des grosses crises d'angoisse, même plus tard. Et dans ces moments-là, la seule chose que tu puisses faire, c'est chercher une activité qui puisse te permettre de te sentir un petit peu mieux. On ne peut pas basculer de très mal à bien. On peut essayer d'aller un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Donc, dans ce cas-là, il faut juste chercher qu'est-ce qui fait que je peux me sentir un petit peu mieux. Et certains vont dire peut-être que c'est une forme d'égoïsme parce qu'on s'occupe que de soi. Oui, mais je suis désolée, jusqu'à preuve du contraire, on est tout seul à naître, tout seul à mourir et tout seul à mener sa vie parce que personne ne peut le faire à notre place. Donc, quand ça ne va pas, on doit vraiment s'intéresser à nos besoins. C'est vraiment une question d'hygiène spirituelle et morale, quoi. Oui, oui. Oui, non, c'est vrai pour tout le monde, pas seulement quand tu es au bord de la crise de nerfs ou dans une période vraiment dans un bas de cycle, quoi. Et alors, comment, toi qui dis avoir souffert de ces crises d'angoisse récurrentes, comment tu en es sortie? Parce que si c'est une constante pour toi, qu'est-ce que ça t'a appris et comment si ça se présente encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire tu te poses et tu D'abord, j'accepte que ce soit comme ça. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte que très souvent, derrière l'angoisse, il y a un manque. Et en général, c'est souvent l'amour. Mmh. C'est toujours. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai des crises d'angoisse comme ça, je me dis, tiens, où est-ce que je manque d'amour en moi? Pourquoi est-ce que je manque d'amour? Et en essayant de ressentir où il y a ce manque d'amour et en essayant de donner de l'amour à cette partie-là, l'angoisse lâche. Mmh. Ouais. Mais l'angoisse est aussi, tu sais, c'est la même image que si tu as un forgeron qui est en train de faire fondre le métal pour lui donner une forme. Ben moi, l'angoisse, je sais pas pourquoi, c'est l'image que j'ai de l'angoisse, c'est ça. Chaque fois que j'étais angoissée, je me suis dit oui, mais c'est parce qu'il y a le forgeron divin, on va dire ça comme ça, qui est en train de me donner une forme, ma forme. Ouais. Et tu le vis différemment parce que tu te dis c'est un processus alchimique finalement. Oui, complètement. Complètement. De toute façon, quand on est dans des périodes comme ça, il n'y a que la pensée qui peut nous aider à sortir, à émerger un petit peu, parce que le sentiment, les émotions, c'est brassé et tout. Il n'y a que la pensée qui peut essayer de s'extraire puis donner du sens. Et c'est pas important que le sens soit absolument juste, c'est juste de donner du sens. Donner du sens et puis aussi au travers de la pensée pour donner du sens, c'est ça qui permet de s'apaiser. Alors tu vas me dire, ça reste superficiel, mais c'est dans l'apaisement que je peux trouver l'amour en moi, ou au moins l'inspiration de ce qui va me permettre de ressentir l'amour au travers d'une pratique particulière ou de décider d'aller faire de la pâtisserie ou du jardinage, tu vois, mais quelque chose qui va me faire du bien à l'intérieur. Et donc, c'est pas superficiel, hein. Tu dis l'apaisement superficiel, ça ne l'est pas tant que ça, parce que si tu as l'apaisement, il y a une notion de profondeur qui vient avec. C'est un petit pas ou une marche sur l'escalier, mais je disais superficiel parce que récemment, j'ai fait plusieurs interviews sur le thème de la non-dualité, l'approche non-duelle. Et dans la non-dualité, si tu veux, tout ce qui n'est pas la présence pure, c'est une histoire, c'est superficiel. Tant que tu n'es pas au cœur, quoi. Mais ce que je réponds, moi, c'est que je ne peux pas être seulement au cœur et dans la présence pure si je suis encombrée par toutes ces confusions ou cette anxiété, ce stress, etc. Tout ce qui a besoin d'être nettoyé avant de pouvoir atteindre cette profondeur en moi.
c'est ça. Puis de se lâcher la grappe, j'ai envie de dire, pour se laisser le temps de faire cette expérience-là. Peut-être qu'on subit beaucoup une pression, tu vois, la spiritualité est revenue à la mode, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un besoin, une aspiration légitime à la spiritualité, mais aussi ce sentiment qu'il faudrait que les choses bougent maintenant parce que c'est le moment et puis ça doit aller plus vite. Mais il y a certaines choses, peut-être qu'on va le travailler sur des vies et des vies. Bien sûr. Et voilà, d'avoir cette patience-là, puis de se dire que dans chaque vie, on fait un immense pas en avant, Ouais. qui nous permet d'avoir une base solide. En sachant que justement, avec tous ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et cette communication qui n'a pas que des effets négatifs, moi j'ai l'impression déjà d'avoir vécu plusieurs vies en une et chaque jour je me réjouis de tout ce que j'ai la possibilité de prendre conscience ou d'expérimenter, parce que je sens bien que j'ai passé des vies à faire qu'une seule chose ou à comprendre un seul truc, alors que là, c'est accéléré, ça va vite et j'ai l'impression d'avoir la possibilité d'intégrer toutes ces choses à la fois. Et pour moi, c'est une immense opportunité. Et rien que ça, déjà, ça me donne une énergie incroyable. Et je ne sais pas si on est nombreux à prendre conscience de ça. C'est possible, mais ça m'évoque la phrase de Confucius, hâte-toi lentement. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. En plus, nos journées passent beaucoup plus vite, notre perception du temps s'est accélérée. Donc, on est obligé de faire des choix par rapport à nos vrais besoins, puisque le temps s'accélère. Et en même temps, c'est une manière de le déguster, puisqu'on est obligé de faire ses choix, déguster chacun de nos choix, en fait. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le piège de cette accélération, c'est de s'y perdre finalement. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a quand même tous la possibilité d'intégrer les choses plus facilement. Tu vois, c'est ce que je disais ce matin avec la personne avec qui je parlais, c'est qu'avant, écrire un livre, c'était quelque chose qui restait gravé dans le marbre, dans le papier, et qui permettait d'être intégré tranquillement au fil de la lecture, parce que quand tu lis, c'est pas du tout la même chose que quand tu écoutes, que quand tu vois une vidéo. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'apportent les vidéos par rapport à la lecture, c'est l'énergie de la personne, tu vois, la tienne. On ressent ta propre présence, on ressent la mienne, et puis il y a aussi l'addition des deux. Et il y a une espèce d'imprégnation qui se fait avec les gens qui nous écoutent, et comme un passage d'énergie des uns aux autres, quoi, et en même temps en circulaire, en horizontal et en vertical, enfin en circulaire finalement. Et c'est ça qui produit aussi cette accélération. Alors certes, au moment où on l'écoute, on y est pleinement, si on ne fait pas 40 000 autres trucs en même temps. Et après, le tout, c'est d'intégrer ça, pas simplement d'en avoir le souvenir, mais vraiment de poser des actions, de faire des choix qui vont permettre d'intégrer ça dans la matière, dans ma vie, dans mon corps, quoi, en fait. Et donc, il y a ce paradoxe entre l'accélération de la possibilité d'avoir toutes ces informations qui agissent au moment où on est ensemble, comme là maintenant, et le piège, ce serait d'arrêter pour faire autre chose ou de faire plusieurs choses en même temps, ou de ne pas en tirer toute la quintessence une fois avoir vu la vidéo. Ce que permettait un livre, parce que pour lire un livre, il faut plusieurs jours, une semaine ou plus, et après on peut le relire, et à chaque fois qu'on va le relire, on va entendre, on va lire des nouvelles choses, tu vois. Et donc, le paradoxe, il est là, et c'est d'arriver à se situer là-dessus, là-dedans, et finalement, ça nous ramène au centre, ça. Oui. Et tu vois, par rapport ce que tu dis est fort juste, notamment par rapport aux vidéos. Moi, je parlerais de communion, non seulement toi et moi, mais les gens qui écoutent. Il n'y a pas que ce qu'on entend avec la tête, il y a le fait d'écouter avec le cœur. Et après avoir entendu une vidéo, si ça nous a suffisamment touché, d'y revenir et de le travailler intérieurement, exactement comme tu le fais avec un livre. Ouais. Alors, le livre, c'est entre toi et toi, là, c'est différent, mais après, ce que nous, on en fait intérieurement, individuellement, c'est une construction, parce que moi, j'écoute d'autres personnes sur YouTube et tout d'un coup, je dis, oh là, ça, c'est génial. Et je vais aller travailler ça en moi parce que ça m'a inspiré, puis parce que je peux construire quelque chose, des nouvelles compréhensions, des nouvelles perceptions aussi. Donc,
C'est vrai que la lecture est différente, mais néanmoins, on peut quand même, avec des vidéos, faire le même genre de travail. C'est ça, ouais. Ouais, moi je me souviens avec certaines vidéos de Mario Deal qui sont assez didactiques où j'ai réécouté pour pouvoir prendre des notes ou alors j'ai fait ce qu'on appelle un time code, c'est-à-dire un séquençage de la vidéo pour pouvoir retrouver justement quand elle parle de telle ou telle thématique que j'ai besoin de clarifier ou de bien mettre dans l'ordre. Bah, rien que de faire ça, en fait, c'est une façon d'approfondir ça. Exact. Et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent aussi souvent dans la parole des maîtres, hein, que dans ce que j'ai pu lire ou entendre. Je sais que Lumineuse, elle parle de ça aussi souvent. Elle dit étudier, arrêter de consommer de la vidéo et étudier les choses, aller en profondeur, quoi, comme on vient de le dire, c'est-à-dire de rentrer dedans et de voir ce que ça me fait à l'intérieur, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui se modifie. Quand il se passe vraiment quelque chose, c'est que je suis en mesure de faire un nouveau choix et de m'y tenir, quoi. Et là, je sens une transformation. Bah parce que ça dépend de la construction intérieure qu'on s'est faite. Tu vois, les fléaux à l'heure actuelle, étonnamment, pourtant les réseaux sociaux, enfin tous les moyens de communication qu'on a, c'est l'ignorance. Une personne ignorante, elle est manipulable. Elle n'a rien sur quoi se raccrocher. Qu'est-ce qui empêche l'ignorance? C'est le fait de se construire une vie intérieure, un point de vue personnel, et quelqu'un qui développe, qui s'intéresse à la connaissance dans le sens le plus large, peu importe quel que soit le domaine, elle fait un travail intérieur qui lui donne un socle ou des racines. Et on ne peut jamais s'élever aussi haut que les racines sont profondes. Donc ça nous demande de faire cet effort de connaissance. Effectivement, pas de la consommation. Quand il y a quelque chose qui t'interpelle, tu t'arrêtes et tu vas faire un travail par rapport à ça, tu vas t'intérioriser, faire travailler ça en toi jusqu'à ce que tu aies... Ouais, c'est vraiment une construction intérieure, c'est de l'architecture intérieure, je ne peux pas dire ça autrement en fait. Et là-dessus, il y a quelque chose de solide sur lequel tu as tes pieds qui sont posés sur quelque chose de sûr, un sol stable intérieur. Oui, tout à fait. Nos fondations. Et juste encore une chose, parce qu'on a tendance à confondre information et connaissance. L'information, c'est ce que tu peux capter ici ou là, tu apprends qu'il s'est passé ça ici, ça là, et puis que le soleil est à tant de kilomètres de la Terre, ok, c'est des infos. Maintenant, les mêmes infos, le fait que le soleil soit à tant de kilomètres de la Terre, ça implique quoi? Ça implique que la lumière du soleil, elle met 8 minutes pour venir à nous. Ah ouais, 8 minutes. Donc ça signifie que quand je regarde le soleil, enfin, je ne veux pas directement, il y a ce temps qui doit se dérouler. Donc ça va impliquer tout un raisonnement philosophique sur ce que c'est que la lumière, qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. Et c'est là que tu construis quelque chose. Et ça devient de la connaissance, c'est plus de l'information. Oui, où on peut parler, il y en a qui parlent de savoir et de connaissance. Et la nuance, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as appris et qui est resté au niveau du mental. Ce que tu connais, c'est ce que tu as vraiment approfondi, justement, ce que tu as expérimenté, ce que tu as ressenti à l'intérieur. Et donc, ça répond en partie à la remarque de Marie-Odile, qui dit « Je crois que l'angoisse est souvent la conséquence du fait que le mental est confronté à l'inconnu. » Oui, surtout quand on n'a pas suffisamment développé, quand on a de la peine à développer cette connaissance, justement. Mais pour moi, l'inconnu, c'est l'amour, en fait. C'est juste ma perception. Tout le monde veut l'amour, mais l'amour avec un grand A, je te jure que ça fout les flopettes. L'amour, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que ça fait peur. Donc oui, on peut être angoissé vis-à-vis de l'amour. Ben, l'inconnu, moi, ça me renvoie au lâcher-prise parce que l'inconnu, on essaye, donc le mental essaye de contrôler, de maîtriser les choses pour ne pas avoir de surprise, pour rester dans le connu, dans les habitudes, dans ce qui est réconfortant, dans ce qui est agréable. Mais finalement, c'est déjà pas possible. S'il n'y a que le mental qui y croit. Et quel bonheur de pouvoir s'abandonner et de lâcher prise pour aller dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est aussi ce fameux trou noir qui est en nous, ce vide, ce néant qui paraît être vide, mais qui ouvre à tout. Où il y a tout à l'intérieur. On ne peut pas faire autrement que de passer par ce trou noir pour découvrir toute la richesse et l'abondance que l'on est
à l'intérieur, en essence. Oui, puis en même temps, tu parles de lâcher prise, on n'arrive pas toujours à lâcher prise. Ben, on y va en lâchant plus ou moins prise, mais on continue, on y va. On se donne un but et puis on se dit, mais je vais y arriver, peu importe le temps que ça prendra. Ouais. Et Bah, donc, du coup, ça fait lâcher les attentes. Parce ouais. qu'il y a ça aussi, il y a les attentes. Eh bien oui, forcément. Et ça donne cette sensation justement de régresser ou de ne pas avancer, puisqu'on attend des choses qui ne se présentent pas et forcément, on est contrarié, on n'est pas content, on commence à juger les choses et c'est pas possible. Oui, puis surtout, l'attente, ça t'empêche de recevoir. Ouais. Parce que tu attends quelque chose, en général, c'est sous une forme bien précise. Si l'univers te la propose sous une autre forme, tu passes à côté. Ouais. Donc, cette nécessité de savoir ce qu'on veut et de focaliser, mais de lâcher les attentes, c'est tout un art. Hein. C'est vrai que c'est Oui, pas évident, ouais. mais c'est possible. Ça s'apprend aussi avec l'expérience, quoi. Mais c'est sûr que quand on est dans l'attente, on ne peut rester que dans l'attente et c'est ce que je disais par rapport à ce qu'on a évoqué dans la dernière vidéo par rapport à l'astrologie, à ceux qui vont chercher dans l'astrologie des informations prédictives pour se rassurer. Le problème de ça, c'est que ça les laisse uniquement dans une position d'attente par rapport à ce qu'ils ont entendu qui devait se passer. Mais ça ne se passe pas comme ça parce que tu as toujours le choix, tu as toujours ton libre arbitre. Et selon les choix que tu fais, ça te mène sur un chemin ou un autre pour aller certes à Rome, mais ça ne te fait pas passer par les mêmes expériences. Et la facilité, c'est de rester dans cette situation d'attente. Mais là, ça va nous faire toucher le fond tôt ou tard, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ok, pour la question, la remarque de Mario Dill, je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Alors, par rapport à cette question de sentir que rien ne va, ou que tout est bloqué, ou de ne pas pouvoir avancer, tu m'as parlé aussi. Oui, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu peux voir dans un thème les durées de cycle, je dirais, quand on est en bas d'un cycle, est-ce que tu peux voir ça au travers justement des transits de Saturne ou autres? Et est-ce que ça peut durer parfois plusieurs années ou une décennie ou je ne sais pas? Tu comprends le sens de Oui, ma oui. question? Parce qu'il y a Oui. des gens qui disent: ah oui, mais moi je ne peux pas m'en sortir parce que j'ai jamais connu autre chose, j'ai l'impression d'avoir que des difficultés du début à la fin. Tu peux le voir avec les transits, tu peux le voir aussi d'après le thème natal, parce que par exemple, si on prend les gens qui seraient très marqués par les signes fixes, hein, c'est Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, ont beaucoup plus de peine avec le changement que par exemple des signes mutables, Gémeaux, Poisson, Vierge, etc. Donc, c'est des gens qui vont avoir l'impression que leurs épreuves durent, mais parce qu'ils ont de la peine à lâcher. Par contre, le jour où ils lâchent, c'est des catapultes. Alors que les signes mutables, ils sont plus aptes au changement, mais ils ont plus de peine à se concentrer sur un but précis. Donc, il y a déjà une notion de tempérament et de caractère à la base. Ensuite, par rapport à ça, tu as l'histoire des transits et des progressions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, tu peux voir qu'il y a des moments où on est confronté à certaines épreuves, certains défis, je préfère le mot défi, et que ça va durer tant de temps. L'astrologie, ce qui est bien, c'est que ça te donne la durée et ça te donne aussi les outils, ce que tu peux développer grâce à ça. Parce que si on subit une épreuve, c'est jamais pour rien. C'est que ça va nous amener quelque chose. J'ai un ami qui dit c'est parce qu'on est prêt de s'éveiller qu'une épreuve arrive, mais c'est pas parce que l'épreuve arrive qu'on va s'éveiller. Donc, et c'est très juste. Donc, les planètes, finalement, c'est un peu la même chose. Elles nous proposent des challenges. On peut voir dans la durée combien de temps ça va durer et voir aussi ce que ça peut permettre ensuite d'amener à la personne.
D'accord. Donc toi, tu mets ça en lumière. C'est ça que tu viens. On peut mettre ça en lumière, puis tu vois, c'est comme si quelqu'un est malade, mais il ne sait pas ce qu'il a. Ça l'angoisse. Par contre, même si c'est un truc grave, le jour où on peut nommer ce qui ne va pas, il est déjà à moitié soulagé. Ouais. Si tu veux, c'est un peu la même idée. La durée, tu vas la traverser, tu ne peux pas faire autrement, ça va durer tant de temps, un transit de Saturne, suivant quoi, ça peut être 2 ans dans une maison, par exemple. Mais tu sais que ça va durer 2 ans, tu sais aussi ce que ça va t'amener en positif, ce que tu peux développer grâce à ça, et du coup, tu devras le traverser, mais ça va mieux parce que tu sais, tu l'as identifié. Et souvent, c'est quand on n'identifie pas qu'on souffre. C'est souffrir sans savoir pourquoi. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Mais dès que tu peux mettre un mot dessus, ça va déjà mieux. Tu as repris la main, en fait, dès que tu peux identifier. Oui, tout à fait. Quand j'ai interrogé Nelly cette semaine, elle disait qu'au moment où elle avait eu un cancer, quand elle a eu le diagnostic, ça l'a soulagée, ça lui a fait du bien de savoir qu'elle avait un cancer, parce qu'elle était tellement mal avant que le fait de savoir qu'en fait elle était malade et qu'il y avait quelque chose là-dessous, c'était comme une réponse, si tu veux. Et à partir de là, elle a pu commencer à œuvrer vers la guérison. Donc c'est comme une libération en fait, au moment où le verdict tombe, et ça donne aussi cette vue d'ensemble quand tu as un accompagnement, que tu arrives à resituer ça dans le cadre de ton thème de vie. Ben, tu comprends pourquoi tu vis ça, et du coup ça te redonne la main, ça te donne la possibilité d'agir et de reprendre ta souveraineté, ou de commencer à la découvrir, on va dire. Mais c'est ça. Identifier. Chaque fois qu'on peut identifier, on a du pouvoir. Nommer. Tu sais, dans la Genèse, quand on dit que Dieu dit à Adam de nommer les animaux, c'est très fort que ce passage-là, et on ne se rend pas compte au niveau du symbole, ce que ça représente. Le fait de nommer, ça nous donne du pouvoir. Quand tu peux nommer un mal, quand tu peux nommer un mal-être, tu prends la main dessus, ça te donne un pouvoir. Ça n'a encore pas tout résolu, mais il y a quelque chose qui s'est mis en route. Ouais. Moi, je parle de sortir de l'emprise, que ce soit de la maladie ou même d'une émotion. Le fait de pouvoir la nommer, de la situer, c'est plus elle qui me gouverne, c'est plus elle qui me dirige, parce que j'ai ce recul, j'ai cette vision sur ce qui se passe, sur ce qu'elle vient me dire, ce que je peux faire. Et du coup, je retrouve un pouvoir d'action, un pouvoir sur moi-même. Et la liberté. C'est paradoxal. Tu peux nommer ta maladie et du coup, en même temps que tu la nommes, tu as de la liberté qui vient. Ouais. Parce que ça devient ton histoire et c'est à toi de décider ce que tu fais avec ça. Tout à fait. Ouais. Alors, j'ai vu passer un commentaire. Alors, bonjour Pierrette qui nous a rejoint. C'était encore une remarque de Marie-Odile. Je crois que l'angoisse est souvent la conséquence du fait du mental est confronté. Ah non, zut, excusez-moi, c'était pas celle-là, c'était plus loin. Voilà, celle-ci. Moi, je sens que la perception de la présence pure est possible depuis notre condition relative. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Odile. Maintenant, tout le monde n'arrive. C'est pas si évident pour tout le monde. Voilà, on va le dire comme ça. Mais je suis d'accord. Oui, mais Marie-Odile, c'est une guerrière de la lumière, donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'elle nous fasse une remarque comme ça, c'est joli. Elle a déjà pas mal avancé et c'est ce qu'elle partage et ce qu'elle propose au quotidien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, pas pour l'instant. Alors, je reviens à tous les différents points que tu m'avais donnés quand on a abordé cette question. Tu m'as parlé du manque de foi. J'ai trouvé ça très intéressant, et de lâcher prise, donc on y revient encore, d'accepter ces moments de vide. C'est ça. C'est-à-dire que… Oui, pardon, je te laisse finir. Et après, donc c'est toi qui parlais de demeurer dans le stable, demeurer stable dans le bonheur comme dans le malheur. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, ça, c'est la racine du stoïcisme.
J'adore, enfin, je me sens très en affinité avec le stoïcisme. Pour les stoïques, le plus important, la seule vertu, c'est le bien, c'est-à-dire d'être capable d'être en équilibre quoi qu'il arrive et de prendre avec une égalité d'humeur le bien comme le mal, la souffrance comme le plaisir, etc. Donc, ce qui nous manque aussi à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est justement ce stoïcisme, parce on nous a habitués à, c'est ce que je disais avant, tu cliques pour obtenir quelque chose, le plaisir immédiat, tout est fait. C'est une société hédoniste. Et le stoïcisme est presque à l'opposé de l'hédonisme, parce que le stoïcisme est bien conscient que la vie humaine est limitée, que la souffrance en fait partie, et que la grandeur et la noblesse de l'homme, c'est la capacité de se tenir debout face aux épreuves comme face au plaisir, sans trébucher, sans s'effondrer. Et puis si on s'effondre, c'est pas grave, on se relève. Donc, quand on développe cette capacité, cette équanimité, cette égalité d'humeur face à ce qui arrive, petit à petit, qu'est-ce qui se met en route en nous? C'est la foi. Et la foi, c'est à distinguer de la croyance. La croyance, c'est quelque chose qu'on nous inculque de l'extérieur, mais ce n'est pas une expérience vécue. La foi, c'est une expérience vécue. Quand tu te sens que tu es capable de te tenir debout, même si tu as mal, et de ne pas perdre conscience pour autant, ben quelque part, tu as initié ta foi et ça va se renforcer au fur et à mesure du temps. Tu vas pouvoir progresser et cette foi, elle va grandir en toi. C'est vraiment un exercice qu'on peut faire. Enfin, finalement, on a les conditions idéales pour développer le stoïcisme et la foi dans la période qu'on traverse actuellement. On a le droit d'avoir des moments où on se sent fragile, où on s'effondre, on a le droit de pleurer, on a le droit de se mettre en colère. L'essentiel, c'est de se remettre debout à un moment donné puis dire « Ok, je continue ». Parce que la perfection n'est pas de ce monde hein, non plus, il ne faut pas rêver. Est-ce que dans notre thème, on peut avoir des influences qui nous aident à ça, qui favorisent ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert dans l'expérience, quel que soit oui, dans un thème natal, tu peux voir qu'une personne arrive avec plus de foi ou plus de capacité de stoïcisme ou plus d'humour, plus de tout ce que tu voudras. Ça, tu le vois dans le thème, mais c'est pas parce que tu n'as pas ça dans ton thème fortement marqué que tu peux pas le développer. Le stoïcisme, c'est Saturne. Je sais, j'aime beaucoup Saturne. C'est un bon pote à moi. Mais je suis son avocate parce qu'il est mal compris par la plupart des astrologues, donc je milite pour lui. Mais mis à part ça, tout le monde a Saturne dans son thème, donc tout le monde peut développer le stoïcisme. Pour certaines personnes, ça sera un peu plus difficile que pour d'autres, mais parce que c'est plus difficile, il sera bien plus ancré que chez quelqu'un pour qui c'est naturel. Jupiter, la foi, tout le monde a Jupiter dans son thème. Alors, il est plus ou moins bien aspecté, plus ou moins bien valorisé, mais on l'a tous. Donc oui, c'est possible pour tout le monde. Ok. C'est rassurant finalement. Oui, 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 tout à fait, puisque on peut tous, quel que soit. C'est un peu comme si notre vie c'était un jeu de cartes où on a les influences planétaires, les difficultés, les blessures qui s'inscrivent en nous et qui vont nous permettre de construire notre personnalité. Aussi tout ce qui est dans notre mémoire karmique ou dans notre âme par rapport à ce qui a déjà été vécu et qu'on vient revoir encore une fois avec de nouvelles perspectives pour pouvoir le dépasser. Donc ça, c'est le jeu de cartes qu'on a au départ. Et puis, donc il y a des atouts et des faiblesses dans tout ça. Mais quel que soit notre jeu, on peut toujours en faire quelque chose, on peut toujours participer, on va toujours apprendre et on va construire, on va apprendre à se connaître et on va aller un peu plus loin dans la découverte de qui on est vraiment, quoi, avec tous les dons et les qualités que ça recèle. Voilà, puis il faut être fier du jeu qu'on a, de notre thème natal, parce que c'est celui qui nous convient. Ouais. On ne peut pas trouver mieux. Avoir le plaisir de jouer, même quand c'est difficile et même quand on se sent dans le creux de la vague. Alors, il y a FIFA qui disait, pour moi, c'est impossible. La souffrance, ça me remue. La violence aussi. L'égalité d'humeur, j'aimerais, mais impossible. Par contre, je fais tout pour me remettre en équilibre. Donc, tu fais tout pour rechercher l'équanimité à FIFA. Alors, je ne sais pas à FIFA, si tu parles de la souffrance et la violence à l'extérieur, j'imagine, ce qu'on peut voir dans les actualités et tout. Je comprends bien ça.
en général, quand ça remue à ce point-là, c'est qu'on est extrêmement sensible, notamment aux injustices, effectivement. Et c'est peut-être de faire une pause, d'arrêter de regarder ce qui fait mal. C'est-à-dire peut-être pendant un moment, on a tous des moments comme ça dans la vie, on a besoin de s'isoler, de faire un peu de cocooning pour aller retrouver son énergie en soi, sa foi en soi. Parce que c'est vrai qu'on voit des choses horribles dans le monde et que c'est moche. À un moment donné, il faut arrêter de regarder ça. Pendant quelques temps, du moins, pour se renforcer intérieurement. Tu ne peux pas développer le stoïcisme en prise avec la vie, avec les horreurs de la vie. Il faut d'abord prendre l'habitude d'aller en soi, de s'estimer, trouver son équilibre, et puis après, petit à petit, avec ce qui arrive dans notre vie, sans aller chercher trop loin, ben, apprendre à développer cet équilibre. Peut-être qu'Afifa, elle cherche à aller trop vite. Il faut être patient avec soi, je veux dire. Bah, évidemment, il faudrait qu'on puisse discuter, parce que là, juste sur une phrase, c'est un petit peu difficile. Oui, je suis sûre que Afifa va nous donner plus de précision là-dessus. Et je voudrais revenir sur cette notion de blessure ou sur la sensation de repasser par les mêmes endroits, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, parce que tu m'avais parlé de ça aussi dans tes réponses. Et ça donne évidemment l'impression de stagner ou de régresser. Et tu disais qu'en fait, on voyait les choses avec une conscience différente à chaque fois. En fait, l'évolution qu'on a, si tu prends le thème natal, hein, voilà, astrologiquement parlant, on est de toute façon tout le temps en train de repasser aux mêmes endroits. Une vie, c'est pas un truc qui va d'un point A à un point B, c'est une spirale idéalement ascendante. Et on va toujours repasser à des endroits, alors ça dépend de la planète, c'est des cycles d'un mois, c'est des cycles de 2 ans, c'est des cycles de 12 ans, c'est des cycles de 29 ans, peu importe, c'est pas ça le plus important. On a plein de cycles qu'on vit comme ça. Et inévitablement, on va toujours repasser aux mêmes endroits, mais chaque fois, et c'est bien que les gens essaient de se rendre compte qu'il y a une évolution. Oui, on a l'impression de retomber dans les mêmes trucs, mais on ne les vit plus comme avant, parce qu'il y a une évolution entre-temps. Donc, une vie bien vécue, on ne peut pas ne pas repasser aux mêmes endroits. Simplement, l'important, c'est de voir qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que le même événement est arrivé, parce qu'on a changé, on n'est déjà plus la même personne. Donc, avoir confiance. Oui, puis être capable d'avoir ce recul et de voir qu'est-ce qui a vraiment changé, quoi. Oui, et ça, on peut le faire qu'entre soi et soi. Je veux dire, c'est pas au moment où un événement se présente et qu'on le vit mal qu'on va pouvoir voir ce qui a changé. Il faut avoir un moment de pause pour pouvoir faire ça tranquillement entre soi et soi. Mais à la longue, tu peux même t'en rendre compte sur le moment. Moi, j'ai eu des situations récurrentes qui sont revenues. À un moment donné, ça me faisait sourire intérieurement parce que je voyais le truc. Je me disais, c'est pas possible, c'est une caricature, là. Mais ça m'amusait presque. Donc, oui, là, ça devient drôle. Bah voilà, c'est ça. Moi, c'est ça le critère que je peux dire, c'est que en fait, quand je repasse quelque part comme ça, comme tu dis, dans une difficulté, je vois que les cycles sont beaucoup plus courts et que j'ai parfois plus de moments d'inconscience où je subis la situation. C'est-à-dire qu'au moment où ça se présente, je dis « Ah, tiens, voilà, ça recommence ». Et comme tu le dis, ça me fait rire parce que des fois, c'est juste tellement énorme que ça peut que donner envie de rire, quoi. C'est ça. Mais la vie est drôle. La vie a beaucoup d'humour. Hein. Oui. Souvent, c'est nous qui en manquons. Ben voilà, parce que tout dépend de là où on se place pour le voir, mais dès qu'on est en spectateur, avec ce recul, bah, du coup, là, on peut en rire, quoi. Je veux juste rebondir par rapport à ça, qui me semble ça fait partie des accords Toltec, c'est quelle est l'histoire que je me raconte. Et ça, c'est important, on est tous en train de se raconter notre vie. Même, on ne peut pas ne pas le faire. Par contre, on a le choix de le faire dans le dénigrement ou avec bienveillance. Donc, déjà être attentif à qu'est-ce que je me raconte comme histoire. Est-ce que j'arrête pas de me répéter « je suis nulle, je ne suis pas capable », etc. Ce qui, de toute façon, est faux, c'est sûr.
Et si je me rends compte de ça, je vais essayer de m'appuyer sur les choses positives que je vois en moi, dans mon existence, pour raconter une autre histoire, pour commencer à raconter une autre histoire. Là aussi, ça ne se fait pas comme ça se fait petit à petit, mais le seul endroit où on est vraiment libre, c'est dans nos pensées. Les sentiments, ça nous prend, la volonté, c'est l'inconnu en fait. Par contre, au niveau de nos pensées, on a le choix, non pas de ne pas penser, parce que ça, il ne faut pas rêver. Par contre, on a le choix de cesser d'entretenir des pensées négatives et de focaliser sur autre chose. Peut-être qu'il faudra s'y reprendre des tas de fois, mais c'est possible. Donc, quelle est l'histoire que je me raconte? Et changer le scénario, changer l'histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de thérapies qui sont basées là-dessus, sur le narratif, la narration, et qui t'invitent à apprendre à réécrire ton histoire autrement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas rechuter. Hein, c'est comme tout, tous les supports, tous les outils, tous les accompagnements. C'est pas parce que on nous donne une voie pour le faire ou une méthode pour le faire qu'on va y arriver à coup sûr et d'une manière définitive. Et moi, ça me renvoie à une illusion que j'ai eue lorsque j'avais 30 ans, c'est-à-dire que j'ai eu un tel éveil que j'ai cru pendant un temps que le fait d'avoir cet éveil et cette conscience allait pouvoir m'affranchir de toute difficulté. Parce que comme cet éveil avait entraîné une espèce de fluidité, de simplicité, d'alignement, où tout était évident, vraiment facile et s'emboîtait sans que je fasse plus aucun effort, que dès que j'ai été reconfrontée à une difficulté, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, quoi. Et souvent, ça s'oppose aujourd'hui, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure au travers de ce qu'on peut voir dans les médias, c'est-à-dire que souvent, tu entends que des thérapeutes ou des gens qui racontent leur expérience, ils sont toujours au top, au max de leurs possibilités, du bonheur, mais c'est pas vrai, quoi. C'est toujours sur un instant, une période donnée. Toute la vie n'est pas comme ça. Et dans ce qu'on entend par rapport au développement personnel ou spirituel et autres, toutes ces injonctions au bonheur, c'est pareil, c'est une illusion. On ne peut pas être tout le temps là-dedans. C'est pas la vie, ça. C'est des fictions, c'est des scénarios. C'est des foutaises parce qu'en fait, bah, c'est le quotidien. On oublie qu'il y a un quotidien qui existe. Tu vois, si par exemple tu t'amuses à lire la vie de grands saints, de gens réputés pour être des grands saints, je parle pas de Pio, Saint François d'Assise, on le connaît peut-être un peu moins bien, enfin bref, peu importe. Il y avait Sainte Thérèse d'Avila. Certains ont écrit eux-mêmes. Mais tu te rends compte qu'il y a des moments, ils s'ennuyaient ferme. Le Padre Pio, quand quelqu'un ne priait pas son ange, il le giflait. C'est pas vraiment l'attitude qu'on attend de quelqu'un qu'on estime être saint. Et pourtant, c'était des saints. Donc, on oublie complètement qu'il y a ce côté quotidien et que dans le quotidien, on est comme tout le monde, quoi. On va aux toilettes comme tout le monde. On fait tout comme tout le monde. Donc, de relativiser par rapport à ce truc, en plus, tu vois, sur YouTube aussi, c'est trompeur parce qu'on voit les gens au mieux de leur forme quand ils présentent quelque chose. On ne les voit pas affalés sur leur canapé après une journée de travail. Ouais. Épuisés ou traversant une épreuve ou dans une difficulté. Ouais. C'est ça. Et puis bon, je pense quand même que l'humour est important aussi. Tu vois, je parlais de quelle est l'histoire que je me raconte. Moi, des fois, j'imagine que ma vie, c'est comme une sorte de livre, et puis chaque jour nouveau ou chaque année nouvelle, j'ouvre un nouveau chapitre. Et puis, il y a des moments où tout d'un coup, je ne suis plus aussi bien que ce que j'étais, mais je me dis, ah tiens, je vais écrire un chapitre aujourd'hui, il s'appelle La rechute. Et puis, je m'écris, je pensais être arrivée, badadi, badada, puis après, je me raconte toute mon histoire où je me vois chuter. Et finalement, quand je vais au bout, je me dis, ouais, il y a une rechute, mais ce n'était pas aussi extrême, horrible que ce que j'imaginais. Et peut-être d'essayer de développer un peu l'humour, alors ça peut aider aussi. J'écoute tous les jours des humoristes et il y en a certains que j'ai appris à un petit peu mieux connaître. Et finalement, tu vois, ça c'est le rôle d'une vie, enfin c'est une expérience, c'est qu'ils vont passer toute leur vie à voir la dérision en fait de l'ego, des comportements humains, de l'ignorance, de l'inconscience, et ils vont amener la partie drôle de ça jusqu'au grand public.
Et moi, ça me fait beaucoup, j'adore, ça me donne de la légèreté chaque jour. Et quand tu creuses un petit peu et que tu vas voir leur vie, ils sont pas forcément très drôles. Je veux dire, l'humour n'est pas, c'est presque, c'est un choix, mais c'est une façade parce qu'au fond, il faut qu'il y ait de la souffrance pour avoir l'énergie pour voir le ridicule ou dans tout ce qu'a fait Molière, par exemple, lui, dans sa vie, il a eu énormément de difficultés. Ça a été une lutte permanente. Et pourtant, il a fait toutes ces pièces qui sont terriblement drôles et qui ont amené. C'est la naissance des humoristes, en fait. C'est ça, puis en général, l'art est suscité par des profondes souffrances ou des bouleversements intérieurs qui sont intenses. Et oui, les plus grands comiques, c'est des gens hypersensibles déjà, en général. Et on dit l'humour et la politesse du désespoir, c'est pour pas sombrer. Oui, souvent, ouais. Il y en a, on peut voir, il y a une espèce d'échelle ou comment dire, je trouve pas le mot. Par exemple, Pierre Desproges, c'était assez noir. Enfin, il y a différentes formes d'humour aussi. Oui, il y a l'humour noir, le cynisme. Ouais. Et il y a la caricature, le côté plus léger ou la finesse du jeu sur les mots, etc. Enfin, voilà, on peut aussi aller s'amuser à fouiller là-dedans, à explorer justement l'univers des humoristes avec leurs différences. Et je suis sûre qu'on en retire quelque chose. Ça nous imprègne aussi pour sortir justement d'une période difficile comme ça. Oui, puis humour et amour sont deux mots très proches. C'est vrai. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'amour ont souvent beaucoup d'humour aussi. Ça va avec, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'ai souvent, quand j'ai lu au départ les ouvrages de Eckhart Tolle, et puis après, quand les vidéos sont arrivées, j'ai pu voir comme tout le monde des vidéos. Et en fait, très souvent, il se moque. Il est assez drôle, en fait. C'est pas un comique pur, mais je veux dire qu'il a une façon de présenter les choses qui prête très souvent à sourire et fait rire toute la salle. Et c'est une forme de sagesse, quoi. Ça transparaît dans spirituel a deux sens. L'esprit et puis le fait d'être drôle. Alors attends, j'ai pas fait la connexion. Spirituel. L'humour, on dit aussi qu'il est très spirituel, enfin qu'il a un côté spirituel. Ah oui, d'accord, oui, de ce point de vue-là, ok. Ouais, c'est vrai. Et je pense que le monde spirituel a beaucoup d'humour. Ouais. La légèreté. Ok, écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Marie-Odile nous dit qu'elle a interviewé Pierre Desproges lorsque elle était journaliste. Ah j'imagine qu'elle a dû adorer la rencontre. Quelle vénarde. Ok, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Claire? Je voulais dire aussi une chose par rapport à l'échec, parce qu'on se focalise beaucoup là-dessus. L'échec est aussi nécessaire que la réussite. Quand on réussit, en général, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi, comment est-ce que ça se fait que j'ai réussi. Par contre, quand on échoue, on se pose la question. Donc, l'échec, il y a des échecs qui sont nécessaires. Et de ne pas donner trop d'importance à ça. Le plus important, c'est quelles que soient les choses qu'on ait vécues, qu'on soit capable d'intégrer autant l'échec que la réussite comme faisant partie. Dans la nature aussi, l'échec arrive. Il y a des animaux qui naissent qui ne sont pas viables. L'échec fait partie aussi de la nature. Il y a des arbres fruitiers qui ont des fruits qui sont remplis de verre ou qui ne donnent pas de fruits. Donc, cette notion d'échec, elle est aussi relative. Et elle nous permet aussi d'apprendre des choses. Et donc, lâchons-nous la grappe encore une fois, soyons un petit peu plus relax par rapport à notre vie. Pour moi, la providence existe. Personne n'est laissé à lui-même. On reçoit toujours les aides. Parfois, on ne les sent pas. Souvent, on ne les sent pas, mais ce n'est pas grave. Elles sont là, ces aides, vraiment. Si on s'apitoie sur son sort et qu'on fait que de se juger et de tourner le couteau dans la plaie, on ne peut pas accéder à ces aides qui sont là, qui sont à côté de nous, très souvent, et qui
qui ne demandent qu'à s'y ouvrir pour pouvoir les rencontrer. Moi, combien de fois j'ai vu soit pu trouver des thérapeutes, mais vraiment dans mon entourage, ou quelqu'un qui me donne des synchronicités, tu vois, par rapport à quelque chose dont j'avais vraiment besoin à un moment T. Et à chaque fois, je suis surprise de voir à quel point c'était proche, tant physiquement que dans l'accessibilité à cette ressource-là, à l'extérieur. Et plus je m'ouvre à ça, plus je peux découvrir les solutions qui sont là pour m'aider, m'y accompagner si j'ai besoin, ou d'aller directement puiser, pouvoir trouver mes ressources à l'intérieur. Ils sont puissants, hein, parce que parfois ça va juste dans le monde matériel. Ouais. Quand on n'entend pas et qu'on ne voit pas, il y a un moment où ils se disent, bon, on va se retrousser les manches, on va le lui mettre en face. Ils sont puissants à l'extérieur, c'est-à-dire on a tous des guides, mais moi ce que j'entends là, c'est soyez votre propre guide, allez chercher, on aimerait bien que vous soyez vos propres guides. Alors, on est d'accord, mais je veux dire par rapport au fait que quand on ne se sent pas bien puis qu'on a besoin d'aide, de prendre conscience qu'on n'est jamais laissé tout seul, c'est important aussi d'avoir cette compréhension-là. Personne n'est laissé à lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas de la foi, c'est un constat. Bon, il suffit de parler, ou aussi on trouve ces témoignages-là au travers de toutes les vidéos justement sur YouTube aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas se dire, bah non, pour les autres c'est vrai, mais pas pour moi. C'est pas vrai. Ok. Alors, Claudine, merci. Merci de cette bénédiction et deux âmes dans le partage. Merci Claudine, c'est gentil. Ouais. Elle aussi, hein, toi aussi Claudine, tu es une belle âme. Bah oui, on ne voit à l'extérieur que le reflet de l'intérieur. J'aime bien la remarque de Marie-Odile. Ben merci Marie-Odile, tu étais un peu aussi complètement avec nous là. Hein. Mais oui. Ah oui, on sent son énergie. Hein, là. Les familles qui se rassemblent. Evelyne aussi, gratitude à vous deux. Proche, si simple. Ok. Merci Evelyne. Bon, FIFA, j'ai pas vu si tu avais répondu par rapport à la précision de tout à l'heure. Mais voilà, si vous voyez cette émission en replay aussi, c'est toujours possible de laisser vos commentaires ou vos questions. Et puis, je vous invite à retrouver les poèmes ou les textes que tu partages sur ta chaîne, Claire, parce que ça, c'est aussi une source d'apaisement très profonde, tant dans le message que dans la proposition en entier avec la musique et ta voix, la douceur, le calme, la lenteur qui ramène à l'intérieur et qui apaise, qui permet de recontacter sa propre paix intérieure. Donc, je mettrai les coordonnées de ta chaîne juste en dessous. Et puis, eh bien, à bientôt, peut-être pour une autre vidéo ensemble. Ça sera avec plaisir, un immense plaisir partagé. Et merci à tous pour votre participation et votre écoute. Et très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.